si on imagine utiliser de l'IA, par exemple, pour contrôler un avion, c'est un petit peu dangereux. On pourrait imaginer d'autres solutions pour se rassurer. C'est de définir des espaces dans lesquels l'IA peut se mouvoir. La technologie du civil et du militaire, la ligne est très très fine et très floue parce que c'est des usages qui peuvent être adaptés. La data qu'on pouvait exploiter, c'était une data qui était structurée, c'était une data au sens informatique. Là, tout d'un coup, avec l'IA générative, c'est qu'on met dans le domaine de l'informatisation tout le savoir humain. Quand on a un client qui dit « qu'est-ce que je dois faire demain ?» Comment on arrive à lui dire peut-être que dans 3 mois, il y a un modèle qui remplace tout. Comment on arrive à se placer par rapport à l'innovation quand elle est aussi énorme et aussi explosive que celle de l'IA là, actuellement? Bonjour à tous, aujourd'hui nouvel épisode de Almost Human. On se retrouve pour parler d'IA et aujourd'hui avec Yves Pelligry. Bonjour Yves. Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Et donc Yves Pelligry, je suis fondateur de Examind. Examind qui est une société de conseil, de développement et d'intégration de solutions d'intelligence artificielle qui intervient pour les grandes entreprises ou administrations. Ok, donc plutôt du grand groupe, pas de la small and businesses. Oui, alors après c'est pas un choix forcément stratégique, mais c'est un peu ma culture en fait, de mon historique qui me destine plus à travailler avec les grands groupes. Et puis peut-être aussi que les grands groupes ont plus une capacité à déceler leurs besoins en IA et à se bouger sur l'IA. À se regarder dans la glace pour voir ce dont ils ont besoin. Voilà, et quelque part, il faut traduire. L'un des grands enjeux du jour, du moment, c'est on voit que l'IA offre de nouvelles possibilités incroyables, et tout le monde en fait a envie de faire quelque chose avec. Et une des premières difficultés est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui a vraiment du sens par rapport à soi. Et c'est compliqué pour une grande entreprise, plus que pour une petite entreprise dont le business model est assez pur. Et donc là, on va les aider à faire le lien entre leur business, leurs enjeux métiers et les nouvelles possibilités offertes par l'IA. Ok. Du coup, tu disais que c'est plutôt là où tu résonnes. Tu dois avoir un parcours qui est plus dans les grands groupes par ton expérience, ou c'est plus comment ça s'est passé pour que tu arrives à faire une boîte de conseil de grands groupes dans l'IA? Oui. Alors l'historique, c'est assez amusant d'ailleurs parce que j'ai commencé dans l'IA. Alors les gens me disent comment ça existait avant l'IA, pourtant t'es pas très jeune. Effectivement, je suis pas très jeune, mais j'ai commencé l'IA donc dans les années 90. Je suis parti à Stanford même dans un labo d'IA avec à l'époque un des grands champions des systèmes experts de l'époque. Et j'étais envoyé là-bas par Thomson CSF qui est devenu Thales, donc un grand groupe, et pour lesquels il y avait déjà des besoins d'IA. Alors on n'était pas dans le traitement du langage, on était plus sur des problématiques de raisonnement, de systèmes experts qui aidaient ou qui tentaient, parce que le sujet est un petit peu passé de mode entre-temps. Et puis après j'ai eu une carrière, vu que l'IA est un peu tombée à l'eau, ou en tout cas est un peu passé de priorité, j'ai plus travaillé dans les télécoms, et donc effectivement auprès d'assez grands groupes, toujours avec Thomson au départ, et puis après avec des opérateurs de télécoms. Et puis après j'ai eu un parcours plus dans des ESN, dans des entreprises de services numériques, et qui servaient essentiellement des grands groupes, ou des grandes administrations. Ok, d'accord. Et en fait, Examind, c'est aujourd'hui une manière pour toi de... Parce que tu disais nous, donc tu dois être accompagné ou tu dois avoir des gens avec qui tu travailles. Et c'est une manière pour toi d'accompagner ces grands groupes que tu as côtoyés, dans lesquels tu as travaillé, vers les technologies sur lesquelles tu travaillais déjà depuis longtemps, mais mises au goût du jour. Oui, alors c'est vrai que les technologies ont évidemment très très évolué, même si on est dans quelque part les fondations et les problématiques existaient déjà, et même les concepts de réseaux de neurones existaient déjà à l'époque,
Et les approches, je dirais, connexionnistes existaient à l'époque. Bon, moi, les réseaux qu'on faisait, ils avaient 100 nœuds. Là, aujourd'hui, on parle de centaines de milliards. Donc, on a changé d'échelle, bien évidemment, et donc changé de capacité. Mais c'est vrai que quelque part, ce qui est étonnant dans l'IA, ce qui est très beau dans l'IA, je trouve, il y a quelques stars, il y a quelques génies, et dont certains sont français. Mais ce qui est beau, en fait, c'est le travail collectif, en fait, de toute une communauté qui travaille depuis des années et puis dont les travaux s'enrichissent mutuellement. Et donc là, moi, ça fait effectivement 4 ou 5 ans que je me suis replongé un peu sans avoir l'idée de créer véritablement une société. Mais je me suis replongé dans l'IA au moment où l'IA a gagné la partie de Go là, en 2016, pardon. Ah oui. C'était DeepMind contre Lee Sedol, donc une victoire de l'IA. Et donc je suis rentré un peu dans les algorithmes pour voir un peu comment ça marchait. Parce que c'était open source ou parce qu'il y avait accès, ça avait été publié peut-être? Alors il y a eu une publication dans Nature et puis il y a eu pas mal de C'est quoi Nature? Nature, c'est une grande revue scientifique mais généraliste. Où, en fait, c'est une des revues je dirais de référence dans la science, mais ça peut être de n'importe quoi. C'est pas spécifique de l'IA. Mais c'était suffisamment important et suffisamment... ça marquait tellement un tournant dans l'histoire que je pense que Nature a fait une place à l'IA. Et donc là, j'ai relu pas mal de bouquins, pas mal de conférences, et notamment de David Silver, qui est le cerveau de DeepMind et qui a mené à cette victoire. Et d'ailleurs, c'est un peu en référence à DeepMind qu'on a choisi le nom de Examind. Qui est la déclinaison hexagonale de DeepMind. Bon, en toute modestie, parce que DeepMind aujourd'hui, c'est Google AI, en fait, c'est la même chose. Ils ont été rachetés depuis par Google, et puis maintenant c'est Google AI. Mais en tout cas, c'est par, je dirais, référence et inspiration. C'est vraiment ça qui a fait que je suis revenu à l'IA et à réétudier tout ça. Et ça s'appuie, en fait, les fondamentaux s'appuient sur des choses et des raisonnements qui datent des années 50, donc qui sont déjà très anciens. Mais du coup, moi j'ai plusieurs questions sur ça. C'est quoi un réseau de 100 nœuds? Du coup, c'est quoi un nœud peut-être, de manière assez basique, et comment est-ce qu'on arrive à des centaines de milliards de nœuds? C'est quoi le niveau de complexité, histoire qu'on ait... Ouais. En fait, ce qui est assez amusant, c'est que l'IA, ça produit des choses incroyables. Et puis, il y a des concepts qui ne sont pas forcément très simples. Mais dans le fond, je dirais le noyau de base, le Lego de base est très simple. En fait, c'est un nœud et donc un nœud, c'est quelque chose qui va avoir des entrées. Et on va faire des opérations très très simples sur ces entrées. Donc on va les multiplier, on va leur ajouter un petit truc, un paramètre, et on va prendre une exponentielle plus ou moins sur cette somme. Et le fait de combiner des milliards de fois ou des centaines de fois, et puis maintenant donc des milliards de fois, ces différentes opérations unitaires, eh bien, on arrive à extrapoler des fonctions. Alors, je ne sais pas si ça... Là, je n'ai pas été très clair, mais si vous vous rappelez quand vous étiez jeune, peut-être, je ne sais pas, peut-être si vous avez fait une terminale scientifique, je ne sais pas, oui. Mais on cherchait, par exemple, avec une fonction linéaire, à recopier une courbe ou s'approcher d'une courbe. Et donc pour faire cette fonction linéaire, on a un certain nombre de paramètres et on va donner les coefficients directeurs des segments de droite qui collent au plus près de la courbe. Et donc plus on a de paramètres, et plus on va pouvoir coller au plus près de la courbe. Et en fait, les réseaux de neurones, c'est un peu la même idée.
c'est qu'on va avoir un outil, là c'est plus des fonctions linéaires, mais c'est des fonctions non linéaires, et qui vont permettre de coller au plus près d'une courbe. Alors, ce qu'on faisait, nous, c'était des courbes en 2 dimensions. Maintenant, c'est des courbes à 1000 dimensions, ou des choses comme ça. Donc, c'est un peu compliqué, mais le principe de base est très simple. Mais à l'échelle de 100 milliards, donc, voilà. Une courbe de 100 dimensions, c'est comme on a l'habitude, la dimension X et Y, et là, il y en a 100 dimensions. Voilà. Déjà, pour nous, c'est ça, classique, déjà une complexité énorme d'avoir une courbe sur 100 dimensions. Ouais. Et là, on est sur des courbes milliards de dimensionnelles. Non, on va avoir des courbes. En fait, là, si on pense au réseau de langage, enfin au sujet du langage, en fait, le langage, ce qui est fait, c'est que le texte, il est mis sous forme il est coupé en morceaux, des tokens. Ouais, des tokens. Okay. Et chaque token, après, va être mis sous la forme d'un vecteur. Et ce vecteur, on est habitué, soit il a 2 dimensions, par exemple position XY, soit 3, XYZ. Là, souvent, les vecteurs, ils ont 1000 ou 2000 dimensions. Donc, dimension pourrait dire paramètres. Voilà, paramètres, exactement. Voilà, 2000 paramètres qui caractérisent un token. D'accord. Et c'est ça qui va faire l'entrée en fait du réseau de neurones. C'est ce vecteur-là qui est mis dans un réseau de neurones et donc sur lequel on va faire des milliards d'opérations pour aboutir à quoi? À un autre token et qui est justement le token qui sera prédit en sortie du réseau de neurones. Et donc, entre le résultat parfait qui est la courbe et le résultat qui tend vers la courbe, le vecteur, il y a l'interstice. Et la taille de l'interstice, c'est le delta d'erreur, en fait. Voilà, mais en fait, c'est tout le... Mathématiquement, en fait, on peut retrouver le résultat où on voit, là, il s'est trompé dans le chat. Mais en fait, c'est juste l'interstice d'erreur entre un vecteur et la courbe vers laquelle il tend. Exactement. Et en fait, tout l'apprentissage, et encore une fois, là, le principe, il est très simple, c'est que on va prendre des bibliothèques entières et qu'on va dérouler. Et on va prendre, mettons, une phrase et on va s'arrêter au 5e mot. On va demander à l'IA de déterminer le 6e. Et puis s'il se trompe, c'est ça qui va déterminer une distance. Et donc il va rejouer la séquence jusqu'à ce qu'il ne se trompe pas. Et donc il va bouger en fait les paramètres pour qu'il ne se trompe pas. Et donc ça, par exemple, Llama 2, on a 2000 milliards de tokens qui ont été utilisés pour... Llama 2, c'est le modèle open source de Meta, Facebook. Voilà, c'est ça. C'est un des derniers modèles qui open source. Je crois que j'ai vu un post de Yann Lequin passer qui en parlait de la sortie de ça. Ouais. C'est celui-là. Ouais. Effectivement, c'est celui-là, parce que Yann Lequin, donc c'est le big boss de Meta et de l'IA chez Meta, donc Facebook. Et Llama 2, c'est un bébé de Meta IA, donc c'est un peu son bébé indirectement. Et c'est super drôle de voir Meta sortir de l'open source. On ne s'attendrait pas qu'une société comme eux sorte de l'open source. On se dit que l'open source, c'est fait pour openoffice.org ou des trucs comme ça, mais que pas pour eux. Est-ce que c'est ancré dans le domaine de l'IA, l'open source, ou est-ce que c'est juste nécessaire pour avoir les avancées dont on a besoin, parce qu'on a besoin de l'aide générale de tout le monde pour améliorer l'IA? Alors, je ne sais pas si c'est ancré dans l'IA, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, et ce qui est incroyable avec l'IA, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont d'une puissance incroyable et qui sont disponibles en open source, quoi. On est habitué à voir des programmes en open source, et on accède aux programmes, on comprend les programmes, et parfois c'est des choses un peu compliquées, mais là c'est incroyable la richesse qui est disponible en open source, c'est incroyable la dynamique qui existe dans le monde de l'open source. Llama 2, il est arrivé il y a 3 mois, entre-temps il y a Falcon qui est arrivé, et puis demain il y a Mistral, et puis après-demain il y en aura un autre. Donc Mistral, j'ai vu qu'ils avaient levé des fonds, c'est une boîte française, et par contre l'autre que tu as mentionné, je ne connais pas du tout. Falcon, j'ai peur de dire des bêtises. J'ai peur de dire... Ouais, alors c'est un autre. Alors je crois qu'ils sont d'Arabie Saoudite. Ouais, c'est un LLM, et je crois qu'ils sont d'Arabie Saoudite. Et donc c'est un LLM. Lui il fait 180 milliards de paramètres.
et qui apparemment a de très belles performances aussi. Oui, parce que c'est ça, en fait. C'est cette dualité entre peu de paramètres très performants ou beaucoup de paramètres et moins performants. Il faut arriver à jongler sur les deux tableaux parce que j'imagine que c'est plus compliqué d'avoir autant de performance avec beaucoup de paramètres, non? Disons que il y a eu une tendance à augmenter le nombre de paramètres. Et aujourd'hui, je dirais que la loi de la performance par rapport aux paramètres a tendance à chercher de l'efficacité par rapport au nombre de paramètres. C'est-à-dire qu'il y a eu une inflation, on s'est dit que demain, donc on est arrivé à 100, et puis après on va faire 200, et puis voilà, il suffit d'extrapoler. Et là, on arrive à sortir des modèles qui ont à peu près la même taille et dont les performances s'améliorent. Et c'est intéressant. Alors, ce qui est important en fait, parce que je ne parle pas de l'impact environnemental. Hein. C'est sûr que l'IA, c'est un mauvais élève sur le plan environnemental. Hein. Ça consomme énormément d'énergie au moment où on l'utilise, et énormément d'énergie au moment où on apprend en fait. Hein. Donc là, il y a beaucoup de calculs. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal d'open source, donc on peut réutiliser les poids pas besoin de redémarrer de zéro. Heureusement, ça c'est bien. Alors, ce qui n'était pas le cas de la main 1, par exemple, hein, où Facebook avait fait quelque chose un peu d'intermédiaire dans l'open source, c'est-à-dire que le modèle était open source. Par contre, les poids, donc les paramètres, l'étaient pas, ou en tout cas pas pour les sociétés privées. Et donc, il fallait soit redémarrer l'apprentissage, ce qui a été fait par un certain nombre de sociétés, soit attendre finalement qu'ils sortent un modèle le plus performant et qu'ils ouvrent les paramètres. Mais je reviens à votre question sur l'open source. Est-ce que c'est caractéristique de l'IA ? Je pense que c'en est une. Hein. Et puis, et là, on peut féliciter le travail de Hugging Face qui fait vraiment le hub de l'ensemble des initiatives open source. Hein, que ce soit les modèles, les installateurs, les automatic Eleven pour télécharger du Stable Diffusion, n'importe quoi, tout se retrouve là-bas. Ouais. Et j'étais choqué de savoir que c'était des Français. Ouais. C'est vrai qu'ils font un travail qui est quand même colossal d'agrégation. Et je pense que c'est aussi ce qui rend l'IA aussi facilement accessible, c'est d'avoir des gens qui n'essayent pas de briller en créant de nouveau, en allant dans la compétition, mais plutôt être l'agrégateur pour ne perdre personne en chemin. Oui, non, mais c'est sûr que là, ils ont fait un travail formidable, hein, et on ne peut que les féliciter, les remercier. Bon, après, il y a aussi des choses qui ne sont pas open source. Et donc, comme son nom ne l'indique pas, nos amis de OpenAI, avec ChatGPT, qui n'est pas open source, hein, mais qui est malgré tout très performant, quoi, hein. Donc oui, c'est une caractéristique de l'IA, d'avoir beaucoup de choses open source et d'avoir beaucoup de contenu très facilement à disposition et qu'on peut réutiliser. Et en même temps, ce n'est pas le seul mode de création de choses incroyables, vu qu'on a des exemples comme ChatGPT. Et comment ça se passe quand on a autant de background d'innovation, de savoir, moi quand j'y étais, on était à 100 nœuds, aujourd'hui on est à 100 milliards, et quand on a un client qui dit qu'est-ce que je dois faire demain, comment on arrive à lui dire peut-être que dans 3 mois il y a un modèle qui remplace tout, peut-être que en fait ce coup-là, celui-là, il faut que tu y ailles parce que je pense que il n'y aura pas de remplaçant avant quelques années. Comment on arrive à se placer par rapport à l'innovation quand elle est aussi énorme et aussi explosive que celle de l'IA là, actuellement? Ouais. Alors, il y a deux sujets. Parce qu'il y a un sujet d'amélioration d'un service. Et donc là, ce que tu évoquais, c'est le fait qu'effectivement, les modèles de mois en mois s'améliorent. Et on se dit, effectivement, aujourd'hui, il y a Llama 2, demain, il y aura Llama 3, demain, il y aura Panda 4. Voilà, il y aura plein de choses qui vont arriver. Mais finalement, ils rendent le même service, c'est la même fonction. C'est une fonction qui s'améliore, mais c'est la même. Donc cette innovation-là, elle est relativement facile
à prendre en compte dans une roadmap. Il faut s'assurer que ce qui est fait, on peut changer le moteur, hein, comme on changerait une batterie sur son vélo électrique. Voilà, ça vient se s'imbriquer assez facilement dans le dispositif. On fait pas du fichier dans le marbre, mais on fait du modulable. Voilà. Okay. Par contre, il y a une deuxième dimension, qui est la dimension fonctionnelle. Et là, on a aussi des nouvelles choses qui arrivent, en fait. Et donc des nouvelles possibilités. Et alors, je reviens sur les algorithmes, notamment ceux qui ont permis de jouer au Go. Ces algorithmes-là, quelque part, apportent une autre fonction. Enfin, l'IA ne se résume pas à la partie génération. Et il y a plein de fonctions. Et après, l'innovation, je dirais pour les sociétés, la question se pose, c'est pas tellement de quel modèle, quelle IA, etc., mais c'est par rapport à leur business à eux, par rapport à leurs enjeux, comment se transformer, enfin comment vont-elles se transformer et comment accompagner cette transformation, comment tirer parti à la fois dans une amélioration de leur business as usual, mais aussi potentiellement dans une transformation de leur business avec l'IA. Et c'est là où il y a une complexité importante aussi. Ok, je vois. Quand tu mentionnes le fait que l'IA ne soit pas que générative, qu'elle puisse utiliser pour le jeu de Go par exemple, ça me fait penser à un épisode que j'ai enregistré avec Véronique, qui travaille chez Nuke AI, où ils ont fait le bridge. Ils ont fait des modèles d'IA pour jouer au bridge. Et elle expliquait la complexité justement de ça, et les usages, et le fait que ce soit transférable et modulable pour que... ok, on a réussi à faire le bridge grâce à notre modèle, mais il ne faut pas que ce soit un modèle qui fasse que le bridge, parce que sinon ça ne sert à rien. Et comment est-ce que tu arrives, toi, à déceler peut-être dans les modèles, parmi du coup, cette fois-ci, non pas la quantité d'innovation, mais juste la masse de modèles, sur quoi se baser, quoi utiliser, et des exemples concrets de ces modèles-là pour les entreprises que tu accompagnes. C'est quoi un peu le process de réflexion qu'il y a derrière toi devant cette masse de possibilités? Je dirais il y a plusieurs familles de modèles. Finalement, il y a plusieurs familles d'algorithmes qui répondent à des problématiques qui sont différentes. Donc typiquement, tout ce qui est génératif, et par exemple dans le texte, c'est je rentre du texte et puis je ressors du texte. C'est une fonction qui est assez simple, fonction string, je ressors un string de l'autre côté. Et des algorithmes type je joue au bridge ou je joue au Go, ce sont des algorithmes où il y a des séquences d'actions en fait à déterminer en fonction d'un état. Et si on l'exprime comme ça, en fait, si c'est déterminer les meilleures actions et en fonction d'état et par rapport à un objectif qui est de gagner au Go ou de gagner au bridge. Et puis à chaque instant, en fait, j'ai la situation du jeu et je dois déterminer quelle action jouer. Ça, c'est une autre famille d'algorithmes. Je dirais, indépendamment de la façon dont ce problème-là est résolu, cette famille-là, elle est bien cartographiée, elle est bien identifiée, et on peut l'appliquer effectivement dans les jeux, je dirais, de stratégie. On peut l'appliquer dans des jeux type Space Invader, et à la place d'avoir un vecteur d'état qui représente les jeux de cartes, ça représente l'écran que vous avez. On peut l'appliquer dans des endroits totalement différents. On peut les appliquer par exemple au contrôle de systèmes dynamiques, à des robots. Là, nous, on a proposé un système pour faire un parachute autonome, où on a le vecteur d'état, c'est la position du parachute, sa vitesse, sa position. Et puis on doit déterminer la séquence d'action. Je tire combien de pourcents à droite, combien de pourcents à gauche, pour arriver à une cible bien précise. Ah d'accord, donc il y aurait un parachute qui serait lancé, et plutôt que d'avoir un pilote
qui, en fonction du vent, le fait de manière assez instinctive. Enfin, le pilote pilote le parachute. Là, ce serait, je sais pas, une boîte motorisée qui a les commandes. C'est ça. Et en fonction de, du coup, ce serait du live. Enfin, ce serait de la captation de données live et du traitement en live. Voilà, c'est ça. D'accord. Avec un apprentissage, comme En toujours, amont, en évidemment. amont, et après un déroulement live. Mais c'est vrai de n'importe quel système autonome. Hein. Ça peut être un drone ou un drone aérien, un drone sous-marin, un drone de Ok. surface, Et donc, un ça, robot. ça c'est dans le civil, dans le militaire? Là, la cible est plutôt militaire, effectivement. Ok, d'accord. C'est- C'est marrant parce que dans les épisodes juste avant, ce matin, on a enregistré Isance, qui travaille à la gendarmerie nationale, hein, et D'accord. qui travaille sur justement la légalisation des robots. Elle a fait une thèse sur Terminator. Et Hmm. elle parlait justement de ce genre de choses-là, où en fait, la technologie du civil et du militaire, la ligne est très très fine et très floue parce que c'est des usages qui peuvent être adaptés euh, dans les deux mondes. Et tu vois, tu dis ça par exemple pour le militaire, mais ça se trouve juste de manière générale, ce truc-là de contrôle de cordes, etc., ça pourrait être dans le civil pour un bateau. Enfin, tu vois, je Oui, dis des oui, bêtises, mais oui, en bien fait, sûr, bien sûr. la techno, elle est genre incroyablement modulable, quoi. La techno est incroyablement modulable et incroyablement puissante. Et c'est vrai que là, on a quelque part l'arrivée incroyable des solutions génératives et qui sont dans le grand public, ce qui fait que on a tendance à ne voir que l'IA générative et à dire l'IA générative égale IA. Mais il y a plein de choses en dessous qui existent. Et il y a un vrai travail à faire sur comment toutes ces choses-là vont impacter mon métier. Et ça, c'est vrai effectivement dans le domaine militaire. L'impact, il est énorme, mais il est vrai dans tous les domaines économiques. Entre guillemets, c'est moins sexy ou c'est moins visible, ce qui fait qu'on a l'impression que ça n'existe pas, mais tu es en train de dire que l'IA générative qui fait du texte, des images et de la vidéo, c'est bien marrant, ça va, c'est très cool, ça a beaucoup de possibilités, ça a révolutionné le marché, mais c'est une partie Oui, oui. Alors de ce qui est possible. je dis pas que c'est une partie à négliger, hein, Non, mais je pense que c'est très important parce que ça permet de mettre, je dirais, tout un pan de connaissances. On parlait avant, jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à il y a un an, on parlait de la data, comme quoi la data c'était super important, qu'on faisait plein de choses. Effectivement, avec la data, on fait plein de choses, mais la data qu'on pouvait exploiter, c'était une data qui était structurée, c'était une data au sens informatique, qu'on savait manipuler simplement avec des programmes informatiques. Là, tout d'un coup, avec l'IA générative, c'est qu'on met dans le domaine de l'informatisation, on met tout le savoir humain. C'est-à-dire que toutes nos bibliothèques, tout ce qu'on se raconte, ça devient exploitable par des machines, et ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, on a vraiment un vrai changement historique qu'on vit là en temps réel, quoi, qui est magnifique. donc le champ des possibles, entre guillemets, de l'IA d'avant, c'était il faut que mes données elles soient comme ci, comme ci, comme ça, sinon je n'arrive pas à les lire et je ne suis pas capable de te donner des réponses autrement qu'à partir des données bien cadrées. Ce qui fait qu'il y avait énormément de travail de traitement, de catégorisation, j'imagine, de labellisation, de ce genre de choses. Alors que là, tout ce qui se dit, tout ce qui se parle, tout ce qui se voit, même maintenant, grâce à des modèles comme celui de Meta aussi, qui fait la segmentation et la détection, en fait, aujourd'hui, je crois que c'est la mise à jour de ChatGPT où on va pouvoir prendre une photo et dire comment je répare le pneu de mon vélo. En fait, c'est hallucinant. En fait, du coup, l'IA voit, entend, et même des données qui sont totalement brouillons peuvent être utilisées. Quoi. Ouais. Alors c'était vrai de l'IA, mais c'était vrai de l'informatique en général. L'informatique était cantonnée aux données, aux data, quoi, aux données structurées, Ah oui, donc l'IA exploitables. va permettre aussi à l'informatique de s'améliorer parce qu'elle peut traiter des données non réglementées. C'est-à-dire que l'IA va faire cette transformation de prendre des données non structurées et va les mettre dans un monde exploitable par l'informatique classique. Et donc oui, l'IA va faire cette interface-là. Et donc là, on voit, grâce à l'IA ou grâce à l'IA générative, le domaine, le champ informatique est totalement décuplé. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a
est-ce que tu as des exemples de choses qui sont décuplées tu vois, tu parlais du parachute. Est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage parce que du coup, le parachute, je ne sais pas dans quelle catégorie de l'IA ça va. C'est pas de la générative, Non. c'est plutôt de l'applicative. Est-ce qu'il y a d'autres catégories ou d'autres exemples que tu peux nous donner pour comprendre un peu les applications qui ne sont pas de l'IA générative, justement? Alors bon, dans l'IA générative, il y a, je pense, le grand domaine, c'est tout ce qui est relation avec les clients, relation avec les usagers, où là, on va pouvoir automatiser beaucoup de choses et donc changer complètement la relation entre l'entreprise et ses clients finaux. Après, sur le reste, je pense qu'il y a beaucoup de processus qu'on peut améliorer, qu'on peut optimiser. Et une des difficultés qu'on aura et qu'on a toujours dans l'IA, c'est que l'IA, c'est une approche un peu probabiliste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de démonstration, contrairement au système expert sur lesquels je travaillais il y a plusieurs décennies. Mais Tu veux dire que les systèmes d'avant étaient plus fiables parce que moins... les systèmes d'avant, ou certaines familles de systèmes d'avant, en fait, et notamment les systèmes experts, en fait, comment ils fonctionnaient, le principe, c'est qu'il y avait un certain nombre de règles qu'on mettait dans un panier, des règles. Et puis, immuables. Pas forcément immuables, mais enfin, elles étaient décrites, elles étaient connues, et puis on pouvait pointer sur ces règles. Et puis après, vous mettiez en face des faits. Et puis au milieu, il y avait un moteur de règles, c'est-à-dire qu'il regardait les faits, et puis il allait regarder dans son panier de règles, tiens, qu'est-ce que je peux utiliser comme règle pour transformer mes faits, et petit à petit, construire un raisonnement, et puis arriver à une conclusion. Donc ça, c'était un peu l'idée. Donc là, on avait quelque chose, à la fin, on pouvait dire, la conclusion, c'est celle-là, et on pouvait ressortir toutes les règles qui avaient été utilisées pour arriver à la conclusion en question. Logique argumentaire, du coup, en fait, voilà. Ce que tu appelles règle et qui est une règle, mais en fait, c'est quasiment des règles d'argumentation. Si un tel a dit ça ou si s'est passé telle et telle chose, Voilà. la conclusion, c'est toujours ce genre de choses-là. L'IA prend ce pattern de réflexion un peu, Exactement. prend les données et voit, ça Voilà. marche. Voilà. Ça, c'est applicable, du coup. Voilà. Ouais. Okay. Mais ça n'a pas véritablement décollé, quoi. D'accord. Est-ce que, à tout hasard, question en l'air, ce serait pas atteignable par la vérification? Aujourd'hui, ChatGPT, quand on le connecte à Internet, il nous ressort les sources depuis lesquelles il est allé chercher sur Internet. Et du coup, les conclusions qu'il nous sort sont faites à partir de données brutes. Là où, quand il n'est pas connecté à Internet, on n'est pas vraiment sûr parce qu'on n'a pas la donnée depuis laquelle il a été entraîné. Oui. Est-ce que c'est un peu similaire ou... Exactement. Et je pense que, je pense que le travail, un des travaux qu'on a à faire, c'est de travailler sur la confiance dans laquelle qu'on peut avoir dans l'IA. Alors ça peut être effectivement de retrouver des sources, comme tu le disais. Ça peut être, par exemple, si on prend le domaine du contrôle de systèmes dynamiques ou des robots, on peut imaginer avoir des contrôles classiques et puis peut-être une mise au point ou une précision augmentée par de l'IA ou inversement, faire un contrôle avec de l'IA mais encadré par des systèmes classiques, de manière à ce que se dire, on optimise, mais tant que je suis là-dedans, tant que je suis dans ce gabarit, ça va. Donc le modèle d'IA, actuellement, il n'y a pas de layer. Mais ce que tu es en train de dire, c'est qu'on pourrait avoir le modèle qui génère le truc, avec une ou deux ou trois, ou je ne sais pas combien de layers d'IA qui vérifient, demandent les sources, recite, retravaille la génération pour essayer d'apporter de la fiabilité, en fait. Oui, alors après je pense que là tout dépend du problème qu'on a à traiter et comment on veut le traiter. Mais l'exemple que tu citais avec ChatGPT qui est capable d'aller pointer vers des sources, c'est quelque chose qui effectivement qui donne un peu de crédibilité, enfin pas un peu, qui donne de la crédibilité à ce que dit ChatGPT. Il y a d'autres systèmes qui font ça aussi. On peut uploader ses propres sources et on demande à l'IA de travailler à partir des sources qu'on a uploadées. Donc ça, c'est dans le domaine du génératif. Et puis dans le domaine du contrôle,
On pourrait très bien imaginer, par exemple, si c'est pour le bridge, là il se trouve qu'on a des systèmes, il n'y a pas d'enjeu, et puis ils ont prouvé qu'ils étaient très bons, mais si on imagine utiliser de l'IA par exemple pour contrôler un avion, on se dit c'est quand même un petit peu dommage, c'est un petit peu dangereux d'avoir un truc qui est fondamentalement probabiliste, parce que c'est le nœud de raisonnement de l'IA connexionniste, c'est la probabilité, c'est que j'ai déjà vu, donc je refais plus ou moins ce truc-là, ça marchait avant, donc ça devrait marcher. Donc on pourrait imaginer d'autres solutions pour se rassurer, c'est de définir des espaces dans lesquels l'IA peut se mouvoir, et de définir ces espaces par des choses totalement déterministes et maîtrisées. D'accord, non, de l'encadrer en fait. Voilà, l'encadrer. La restreindre à un périmètre beaucoup plus facile. Tout à fait. Ok, c'est super intéressant de voir ça. C'est vrai que dans l'avion, on s'imagine tout de suite. En fait, la personne qui est passée juste avant toi, qui s'appelle Stéphane, disait que quand on prend un tel plutôt qu'un tel pour piloter l'avion, c'est juste parce que y a plus de probabilité que lui fasse voler l'avion parce qu'il en a vu d'autres voler plutôt que l'autre. Donc en fait, c'est pas quelque chose de certain. Quand c'est un pilote qui prend l'avion, c'est pas certain qu'on n'aura pas de crash. C'est juste que c'est moins probable qu'on n'aura pas de crash. Donc même nous, nos décisions sont un peu sur la probabilité. Oui, là, ça devient presque philosophique, parce que finalement, on est sûr de rien. Est-ce qu'on est sûr qu'on existe, etc. Ouais. Bon, voilà. Mais enfin, ce qui est, on peut toujours, et c'est légitime, ne pas avoir foi en la physique et aux techniques de l'ingénieur. Enfin, et quelque part, une machine, on a toujours peur d'une machine. Enfin, on a le risque zéro n'existe pas. Et par exemple, les avions, ils sont pas calculés pour ne pas tomber. Les avions, ils sont calculés pour qu'il n'y ait pas d'impact sur votre espérance de vie quand vous prenez l'avion. En fait, donc on fait des calculs de fiabilité, et on ne fait pas des calculs de fiabilité à l'infini, on fait des calculs pour que l'impact sur la vie soit nul. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. C'est génial. Ok, trop intéressant. Donc sur ces indices de fiabilité, moi c'est une des premières choses auxquelles je me suis dit, mais j'aimerais tellement que, à côté du message que l'IA va me générer, de l'image ou de la requête, qu'il y ait un indice de fiabilité en disant ça 99% fonce, ça 30% bon courage. Tu vois, ça pourrait être sympa, mais du coup, quels pourraient être les critères ? C'est quoi une information fiable, ou est-ce que l'IA serait même capable de s'auto-juger ? Est-ce qu'il faudrait une autre IA ? Oui, alors si on a une autre IA, c'est-à-dire que l'information après du pourcentage de fiabilité elle-même serait sujette à amélioration, ou en tout cas à investigation sur la qualité de l'appréciation. Mais oui, en tout cas, on peut arriver à mettre des scores de confiance. Alors, je dirais que l'IA générative pur sucre, elle est totalement statistique, donc il n'y a pas... quoique, si, effectivement, il y a, et quand on utilise le génératif pour faire de la classification, on va arriver... ça va nous donner des pourcentages de croyances que telle chose soit de telle classe, ou soit un lapin, ou soit une chèvre. Donc on va arriver, on a quand même Donc même sur la segmentation, il y a déjà ce genre de pratique. Ouais, on a des indices de fiabilité. Ouais. Okay. On a des indices de fiabilité. Super intéressant. Merci beaucoup Yves, c'était trop bien de t'avoir. Si jamais tu souhaites me partager des liens pour que les gens puissent te retrouver, visiter ton site ou tes services, tu m'enverras tout, je mettrai tout dans la description pour qu'ils puissent aller voir. D'accord. Et puis nous on reste en contact pour la suite. Ok, merci beaucoup pour ton temps et tes questions. Avec plaisir, merci. Merci.